Je me souviens du silence avant la distorsion. Pas un vrai silence, plutôt une absence de cohérence entre les ondes, une suspension de tout ce que le corps humain entend sans y penser. Le pont de commandement vibrait d'une tension invisible. Les senseurs gravimétriques clignotaient, dessinant des formes incohérentes dans l'air saturé d'électricité statique. Il fallait toute ma volonté pour garder les yeux rivés sur la projection holographique. Le monolithe était là, à la dérive au-dessus de Sigma 9, indifférent à la lumière, noir d'un noir qui dévorait même l'idée du relief. Coordonnées verrouillées, amiral, annonça la voix métallique du navigateur. Je hochai la tête sans répondre. Aucun champ de particules ne restait stable plus de quelques secondes. Le monolithe se dédoublait sur nos écrans, apparaissant avant d'apparaître, disparaissant avant d'avoir existé. Les capteurs temporels signalaient des bifurcations microscopiques, la chair du réel se tordait sous son influence. En limite d'écran, la silhouette effilée du docteur Sorn s'inclina sur sa console. Ses doigts tremblaient à peine, réflexe d'habitude. Chaque fois que nous observons, dit-elle, la trame se réécrit. Nos enregistrements ne sont jamais identiques. Ce que nous percevons pourrait déjà être un passé effacé. Je fixai l'objet. Son inertie semblait offensante, comme s'il usurpait le repos lui-même. Alors arrêtons de regarder, répondis-je. Éteignez les senseurs optiques directs. Ne gardez que les détecteurs gravitiques. Elle hésita, couper la vision revenait à se rendre partiellement aveugle, mais après tout, rien de ce que nous voyions n'inspirait confiance. Peu à peu, l'obscurité recouvrit la salle, et seuls restèrent les clignotements verts des instruments. Le champ subsista, énorme, calme, lointain, une présence dénuée de mouvement mais saturée de volonté. J'eus soudain la conviction que le monolithe savait que nous l'observions encore, qu'il percevait nos efforts comme un animal sans la peur d'un prédateur invisible. Un crépitement sec retentit, puis la lumière blanche d'une surcharge. Intrusion spatio-temporelle détectée. Lança le second officier. Un instant, je crus que le pont entier s'était fendu, tout vacilla, puis se stabilisa dans un silence nouveau. Le temps, littéralement, venait de trébucher. Les horloges mécaniques affichaient des écarts de plusieurs millisecondes, dérive impossible à expliquer même dans les conditions les plus extrêmes. Je voulus parler, mais un souvenir étranger me traversa, je me vis, déjà, prononcer cet ordre, dans un passé qui n'avait pas eu lieu. Reculer, 1000 unités orbitales. Maintenant. Les moteurs ioniques hurlèrent, et le vaisseau amiral Renaissance se détacha de sa position initiale. À travers la verrière blindée, Sigma 9 se réduisait à une gemme pâle, tandis que le monolithe restait immobile, insensible à toute inertie connue. Elias Horn s'était rapproché. Je crois que c'est une conscience. Pas une simple machine. Ses émissions ne correspondent à rien de répertorié, elles s'autocorrigent. Il apprend pendant qu'on le mesure. Cela, j'en ai peur, dis-je. Et quelque chose me dit qu'il nous perçoit comme une anomalie dans sa propre continuité. Une secousse courte me fit chanceler. Sur les moniteurs, la ligne temporelle locale dessinait un vagabondage incohérent, des boucles d'AX en grave peine quelques secondes, qui s'étiolaient avant de rejoindre la chaîne principale. Chaque oscillation laissait derrière elle une traînée de particules indéterminées, comme des ombres d'événements jamais accomplis. Si ces émissions s'amplifient, poursuivit-elle, alors ce système tout entier cessera d'appartenir à notre époque. Il flottera entre des versions contradictoires du passé. Je ne sais pas si la matière survivra. Je sentis la sueur sur ma nuque. Une pensée nuageuse s'imposa, peut-être que tout ceci s'était déjà produit, que nous revivions un écho d'une précédente tentative. Peut-être que d'autres flottes aient approché ce même objet, d'autres mois, d'autres Elias Horn, et qu'à chaque fois, la chronologie les avait effacés, remplaçant leur existence par des souvenirs flous logés dans des esprits que la causalité avait oubliés. Rapport de la station chrono, amiral, coupa le canal principal. L'hologramme du directeur scientifique apparut, légèrement décousu, les contours scintillant à cause du différentiel temporel. Nous enregistrons des distorsions jusque dans le halo de Mars. Le phénomène se propage à vitesse supraluminique. Si le monolithe continue, les équations d'univers local imploseront. Il faut enclencher une barrière de déphasage, immédiatement, avant que la courbure ne se referme sur elle-même. Je me souviens du silence qui suivit. Pas un silence ordinaire, mais celui qui semble creuser la chair de la réalité. La flotte du secteur sud venait de s'effacer, purement et simplement, sans lumière, sans débris, sans cri. Les senseurs s'affolaient,
incapable de décider s'il détectait une absence ou un souvenir de présence. À l'emplacement exact où se trouvaient nos alliés quelques secondes plus tôt, il ne restait qu'une vibration incohérente, une sorte de murmure figé dans le spectre des ondes subluminiques. Je perçus dans la voix brisée de mon officier des communications le premier écho d'une panique qu'aucun protocole de la Confédération n'avait jamais envisagée. Alors, j'ordonnai le silence radio absolu. Je voulais écouter ce vide. Et dans ce vide, il y avait autre chose. Une pulsation faible, battant comme un cœur lointain, un signal qui ne venait d'aucune source identifiable mais se déployait à travers les couches de temps. J'appelai Elias Horn à la passerelle. Elle arriva les yeux cernés, un capteur portatif serré contre sa poitrine, comme si elle craignait qu'il se dissolve lui aussi. C'est la faille, dit-elle simplement. Elle s'est ouverte plus grand. Sur les cartes holographiques du front, la structure du continuum s'effritait en corolle. Les trajectoires des flottes survivantes se mêlaient, entremêlant hier et demain. Un croiseur apparut sur nos écrans, identique à notre propre classe tactique, mais ses plaques portaient les marques d'impact que nous n'avions pas encore subies. Il clignotait dans le champ sensoriel comme une image hésitante, à la fois ici et ailleurs. Puis il nous traversa, intangible, laissant au passage une sensation de froid absolu, un frisson contre l'âme. Elia posa ses paumes sur le verre transparent et murmura qu'elle en avait la preuve, la causalité s'enroulait sur elle-même. Les événements, disait-elle, n'étaient plus distribués sur une ligne, mais sur une sphère qui se rétractait vers son centre. Le monolithe, quelque part au cœur de cette spirale, absorbait tout ce que l'univers avait connu de chronologie. Il ne détruisait pas, il réécrivait. Nous avons retrouvé nos propres échos, souffla-t-elle. Notre futur se bat déjà contre nous. J'aurais voulu la contredire, dire que de telles aberrations ne pouvaient concerner qu'une hémisphère théorique. Mais au-delà du hublot vibrait cette masse noire et lisse, immobile au milieu des distorsions. Le monolithe ne renvoyait aucune lumière, il l'avalait dans son essence. Autour de lui, de longues coulées d'énergie se tordaient comme des filaments nerveux. Il semblait respirer. Chaque expansion de ce souffle effaçait un fragment d'espace, chaque contraction libérait un fragment d'avenir. J'ordonnai l'approche lente, malgré les protestations de mon équipage. Nous devions comprendre avant d'agir. Les vaisseaux voisins, dispersés dans le champ de Calan, nous accompagnaient à distance, leurs silhouettes se diffractaient comme des reflets sur une mer de verre liquide. L'un d'eux, plus imposant, se détacha et transmit un signal d'urgence, un rapport fragmenté, il venait de récupérer une capsule de sauvetage dont les enregistrements dataient de 150 ans dans le futur. Les visages gravés sur les moniteurs étaient nos descendants, certains portant nos noms. Elia trembla en parcourant les données, selon le journal temporel, la Confédération ne survivrait pas à la bataille, mais plus inquiétant encore, le monolithe perdurerait. Je ressentis alors un vertige plus profond que la peur. Si le temps lui-même se détachait de son axe, quel sens avait encore un ordre, une stratégie, une guerre? Pourtant je devais commander, maintenir la flotte dans une cohérence artificielle, car sans structure mentale, tout s'effondrerait. J'ajustai mes gants, vérifiai les circuits gravitiques, et projetai sur le réseau de combat l'image de l'objectif, orbite Sigma 9, point d'origine de l'anomalie. Lorsque nous franchîmes le premier anneau de distorsion, l'univers sembla hésiter sur le moment qu'il devait afficher. Les astres se succédaient en rafales, comme des diapositives d'époques différentes. Je crus reconnaître des formes architecturales en suspension et des flottes d'espèces disparues, parfois figées dans un sursaut d'énergie ou dans la lenteur infinie d'un effondrement gravitationnel. Les autres races avaient dû connaître ce phénomène avant nous, avant d'être effacées. Le monolithe les avait peut-être connectés, puis engloutis. Regardez, souffla Elia. On dirait des rémanences. Pas des hologrammes, pas des illusions. Ce sont des fragments temporels intacts. Un croiseur reptilien, antique, apparu entre deux pulsations, il portait les inscriptions d'une dynastie éteinte depuis plusieurs millénaires. Et à côté de lui, flottait un drone marqué du sigle de la Confédération et une technologie que nous n'avions pas encore inventée. La transmission prit fin dans un clignotement interminable comme si les photons hésitaient à mourir. À travers l'écran brouillé, une dernière phrase s'était imprimée sur nos rétines, l'attaque déclenchera la fin du temps. Puis plus rien, sinon le bourdonnement spectral du champ de confinement autour du monolithe. Je restai immobile quelques secondes, la bouche sèche, incapable de savoir si le message venait réellement du futur ou d'une hallucination provoquée par la dilatation locale du présent. Elia rompit le silence, son souffle amplifié par la résonance du poste tactique. Si cette transmission est authentique, amiral,
chaque projectile tiré contre lui pourrait effacer tout ce qui nous précède. Je ne répondis pas tout de suite. Autour de nous, la salle de commandement flottait dans une gravité instable, les flux de la faille Oméga tiraient la station d'un côté, relâchaient l'autre. Nos montres déraillaient déjà, certains techniciens prenaient un air d'enfant avant de s'étioler subitement, comme rattrapés par leur âge véritable. Je me forçais à reprendre le ton sur qu'on attendait de moi, nous avons reçu des avertissements de tous les horizons de la chronologie. Aucun n'a jamais arrêté une guerre. Nous frapperons, que le futur s'en accommode. Les messages quantiques se dispersèrent en taches de couleur au-dessus des consoles. Sur chaque écran holographique, les trajectoires d'assaut des croiseurs de la Confédération s'imbriquaient comme des filaments d'ADN. Devant les parois, Elias immergea dans la projection principale, la lueur bleue du monolithe se réfractait sur sa peau, dessinant sur ses traits une géométrie étrangère. « Vous ne comprenez pas » insista TL. « Ce n'est pas une arme, mais une mémoire. Il enregistre la somme des univers, les possibilités qu'ils auraient pu engendrer. En le détruisant, nous risquons de supprimer jusqu'à la cause qui nous a poussés à le craindre. » Je détournai les yeux vers la coque extérieure. À travers la baie blindée, le monolithe semblait dériver paisiblement, immense, sans aspérité, comme une absence façonnée dans la matière. Sa surface absorbait les impulsions radar, c'était un trou dans les lois elles-mêmes. « Vous avez vu le front de Calan » dis-je doucement. Les croiseurs y disparaissent sans trace, les communications se dédoublent dans le passé. Même la lumière hésite à nous atteindre. Si ce n'est pas un acte de guerre, qu'est-ce donc? Elia ne répondit pas. La tension compressait l'air recyclé en une lourdeur presque liquide. Les détecteurs d'altération temporelle indiquaient que nous avancions désormais dans un segment vieux de 6 minutes sur notre flanc gauche, et vieux de 6000 ans sur notre flanc droit. Les lois de la relativité s'étaient ployées comme des algues sous la marée d'un autre cosmos. Lorsque l'ordre d'armer les batteries gravitoniques fut transmis, je sentis la station entière vibrer de cette impatience propre aux équipages condamnés, un soulagement brutal, celui d'avoir enfin une direction, même fatale. Les premiers vaisseaux s'alignèrent dans le halo trouble de la faille Oméga. Leurs silhouettes se distordaient, se multipliant par miroirs temporels. Je me surpris à reconnaître, dans l'un des reflets, ma propre flotte d'autrefois ou peut être celle d'un futur encore possible. On disait que les distorsions révélaient les échos d'univers effacés, je préférais croire à une illusion. Un grondement silencieux secoua la coque. Les canons à impulsion de masse calibrèrent leur visée sur la singularité au centre. Il fallait frapper avant que la linéarité du temps ne se referme. Alors, le saboteur se manifesta. Une alarme basse résonna, traversa le métal comme une plainte plongée dans le vide. Sur le pont inférieur, un souffle irisé jaillit du cœur du réacteur, aussitôt, les systèmes auxiliaires s'éclairèrent de séquences inconnues. Le code d'accès portait une signature que personne n'avait jamais vue. Ou plus exactement, qu'aucun être né de notre passé n'aurait pu connaître. Je courus en apesanteur le long du corridor central, les gants serrés sur la rampe magnétique. Dans la salle des flux, la forme du saboteur se devinait à peine, un humain déphasé, tremblant dans plusieurs instants à la fois. Ses yeux, multiples dans la même orbite, me fixaient sans véritable intention. « Amiral Varco. Vous ne savez pas encore ce que vous êtes sur le point d'éteindre. Le monolithe n'est pas un adversaire. Il est la trace de votre propre aboutissement. Détruisez-le, et vous effacerez la lignée qui vous précède, celle qui m'a envoyé ici pour l'empêcher. » Je pointai mon arme magnétique, bien conscient que tirer sur une ombre temporelle revenait à tuer l'idée même qu'elle représentait. Pourtant, à cet instant, je crus entendre mon nom résonner à travers des milliards d'années, comme un écho égaré. Entendre mon nom résonner à travers des milliards d'années, comme un écho égaré. Je tentai d'ajuster le compensateur de phase de mon pistolet mais le canon vibra, réfracté par les boucles d'instabilité. Près d'une distorsion, les armes perdaient leur cohérence, les champs magnétiques se contorsionnaient, se nourrissant de leur propre retard dans le flux du temps. Le projectile ne suivait plus de trajectoire mesurable, il hésitait entre partir, revenir ou ne jamais exister. La zone déformait tout concept de causalité, il suffisait parfois d'une pulsation pour que la gâchette déclenche hier un tir qui ne s'était pas encore produit. Je me rappelais les avertissements du corps d'ingénierie chronotactique, à proximité d'un tel nœud, le métal pouvait se dissoudre dans le futur avant même de quitter le présent. Mon arme se tordit légèrement, ses circuits l'ordre fut donné. Les projectiles, à demi réels, s'arrachèrent du flanc de la flottille comme des graines de lumière cherchant désespérément un sol où germer. J'entendis le cri collectif des moteurs,
un gémissement long, semblable au souffle d'un écosystème qu'on déchire. Le monolithe, immobile, semblait pourtant nous absorber avant même l'impact, comme s'il se nourrissait de notre intention. Puis tout se fractura. Je ne vis pas l'explosion, pas dans le sens traditionnel. Il n'y eut ni lumière ni ténèbres, seulement une expansion muette du possible. Chaque atome de mon corps se dédoubla, puis se reprit aussitôt, hésitant à reconnaître la flèche du temps. Je ressentis la distorsion comme un frisson interne, mes souvenirs palpitaient, se réarrangeaient en boucle brève où l'ordre des événements se disputait la priorité. Les cris de mes officiers devenaient des murmures anciens, des échos de décisions encore à venir. Elia était quelque part à ma gauche. Je distinguais son visage, ou plutôt sa probabilité. Ses traits ondulaient comme reflétés par une onde gravitationnelle, elle prononçait quelque chose, mais sa voix sortait avant ses lèvres. J'avais l'impression d'être à la fois à côté d'elle, à genoux, et 1000 ans plus tard, dans une salle où nos noms n'avaient jamais été prononcés. Lorsque ma main effleura la console du poste de commandement, je sentis le métal pleurer une mémoire dont il ne se souvenait plus. Le monolithe réagit. Une pulsation unique, si dense que même les champs magnétiques du croiseur se plièrent sous elle, se propagea dans notre flotte. Les navires se figèrent. Dans l'instant, ils vieillissaient et renaissaient, coques ravinées par des millénaires d'érosion stellaire, puis renaissant neuves, chrome brillant, encore porteurs de peinture fraîche. Tout oscillait. Cette guerre était déjà une légende, puis une promesse, puis une erreur n'ayant jamais eu lieu. Je crus voir le saboteur, cet homme des lignes effacées, se matérialiser dans le halo d'énergie. Son corps n'était plus qu'un filament où glissaient plusieurs versions de lui-même, leurs regards superposés formant un réseau de consciences multiples. Il ne parlait pas, ou plutôt, c'était l'espace entre ces présences qui formait le sens. L'origine n'a pas encore décidé si elle mérite d'exister, semblait dire son silence. Alors je compris. Ce que nous affrontions n'était pas un objet, mais un souvenir de l'univers sur lui-même. Le monolithe ne défendait rien, il se souvenait. Il recréait la chronologie selon ce que nous étions capables d'imaginer de notre passé et nous, pauvres humains, tentions de l'annihiler. Quel paradoxe! Détruire la mémoire, alors que nous étions son produit direct. Une onde me traversa, tendre et glaciale à la fois. Chaque pensée que j'avais eue, toutes mes décisions de commandement, se déroulaient puis s'inversaient. J'observais les premières secondes de ma vie comme on feuillette un journal brûlé par le coin. Je voyais ma mère, un ciel de Mars voilé de poussière, un jouet flottant dans la gravité faible, puis plus rien. Ma naissance reculait, se défaisait. Je compris que la bataille, cette offensive insensée, allait engloutir non seulement nos vies, mais la possibilité même de notre passage dans la trame du réel. Elia toucha le champ de confinement. Elle voulait, je crois, canaliser la surcharge vers la faille oméga, tenter d'enfermer l'anomalie avant qu'elle ne s'étende. Mais la faille n'était plus un lieu, c'était notre perception qui s'y dissolvait. L'univers tremblait comme une pellicule surchauffée. J'entendis le chant d'une sphère magnétique, un chapelet de notes impossibles, et tout ce qui était encore solide dans le vaisseau se liquéfia sous la pression temporelle. Nous devenions conscience pure, arrachés de nos hôtes de chair. Et dans ce chaos, je compris que la seule option était d'accepter. Je ne pouvais pas arrêter quelque chose qui incluait déjà ma tentative d'arrêt dans son schéma. Le monolithe exhalait une résonance que je sentais jusque dans la structure de mes souvenirs. Il me montrait l'avant et l'après comme des miroirs d'un même instant. Si je tirais de nouveau, la boucle se refermerait. Si je restais immobile, elle recommencerait autrement. Dans tous les cas, le résultat serait identique, un recommencement sous d'autres lois. Alors je respirais, ou l'équivalent de ce geste dans ce lieu où l'air n'existait plus. Ma conscience se dilata. Je vis la Confédération, les flottes dissoutes dans des armées de lumière, leurs âmes numériques flottant à la surface du néant. Elia, encore quelques secondes de tendresse figée, me regarda avec une clarté qui transcendait toute chronologie. Ce n'est pas la fin, pensa-t-elle sans mots. Ce n'est qu'un cycle. La pulsation suivante anéantit toute séparation entre nous et le monolithe. J'y sentis nos consciences se mêler à la trame même du vide, chaque souvenir fondu dans une onde blanche, tiède comme la mémoire d'un soleil ancien.